Ma femme a vidé le fonds d'études de nos jumeaux et a disparu avec son amant. J'étais dévasté, jusqu'à ce que mon fils ait un sourire en coin et me dise « Papa, ne t'inquiète pas. Nous nous en sommes déjà occupés. » Quelques jours plus tard, elle a appelé en hurlant quand elle a découvert la vérité. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Ils ont vidé le compte. Les 240 000 que j'avais économisés centime par centime pendant 11 ans pour que mes enfants puissent aller à l'université. 11 années d'heures supplémentaires, de travail le week-end, à dire non aux vacances, aux nouveaux vêtements, à tout ce qui n'était pas strictement nécessaire. Tout avait disparu en un seul virement. Et Norma, ma femme depuis 20 ans, n'était pas à la maison. Ses vêtements n'étaient plus là. Sa valise n'était plus là, et son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Je me tenais au milieu de la pièce, un relevé bancaire à la main, incapable de respirer correctement, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas une erreur bancaire. Ce n'était pas un malentendu. L'argent avait été retiré en 3 virements différents, tous effectués le même jour, vers un autre compte que je n'avais jamais vu de ma vie. Le dernier transfert portait une heure et une date, 6h47 du matin. Pile au moment où je partais travailler. Elle avait attendu que je passe la porte pour le faire. Je me suis assis sur le lit. Je n'arrivais pas à penser clairement. J'ai appelé Norma 20 fois de suite. 20 fois la même messagerie vocale. Puis je lui ai envoyé des SMS. Puis je l'ai supplié par message. Rien. Un silence total. Le genre de silence qui n'est pas un oubli, mais une décision. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas dans le couloir. Damien et Adolfo sont entrés dans la chambre. Mes fils jumeaux, 18 ans, tous les deux grands, tous les deux avec ce visage sérieux qu'ils ont hérité de moi. Un visage qui, parfois, me faisait un peu peur car il me rappelait trop comment j'étais jeune, quand j'essayais de ne pas montrer ce que je ressentais. Ils se sont tous deux arrêtés à la porte et m'ont regardé. J'avais le téléphone dans une main, le relevé bancaire dans l'autre, et je suppose que mon visage en disait long, car aucun des deux n'a demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont juste regardé, puis, tous les deux en même temps et sans dire un mot, un sourire est apparu sur leur visage. Ce n'était pas un sourire de joie. Ce n'était pas un sourire moqueur. C'était différent. C'était le genre de sourire que l'on a quand on sait quelque chose que l'autre ignore encore. Calme, presque froid, comme si ce que j'étais en train de vivre comme le pire moment de ma vie n'était pour eux que le début de quelque chose qu'ils avaient planifié depuis longtemps. Adolfo fut le premier à parler. « Papa, dit-il avec un calme qui n'avait aucun sens à cet instant. Ne t'inquiète pas pour l'argent. » Je l'ai regardé sans comprendre. « Comment ça, je ne dois pas m'inquiéter? Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais où est ta mère? » Damien hocha lentement la tête, et ce sourire était toujours là, petit, contrôlé, presque invisible. « Nous savons exactement où elle est, dit-il. Et nous savons avec qui elle est. » L'air a quitté mes poumons. Nous avons déjà tout réglé, papa. Nous avons juste besoin que tu nous fasses confiance. Et avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit, avant que je puisse demander ce que cela signifiait, ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils savaient, ils ont tous deux fait demi-tour et quitté la pièce avec le même calme qu'à leur arrivée. Comme s'ils venaient de m'annoncer qu'ils descendaient acheter du lait. Je suis resté seul avec mon relevé bancaire, avec le silence, et avec cette phrase qui tournait dans ma tête, nous avons déjà tout réglé. Que avait-il réglé? Comment? Depuis quand savait-il ce que j'ignorais? C'étaient mes fils. Ils avaient 18 ans. Qu'est-ce que 2 garçons de 18 ans auraient pu faire contre une femme qui venait de vider un compte bancaire et de disparaître avec un homme dont j'ignorais jusqu'à l'existence? Je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. Et pour être honnête, je n'avais aucune idée de qui étaient vraiment mes fils. Je croyais les connaître. Je pensais tout savoir d'eux, leurs amis, leurs cours, leurs peurs, leurs rêves. Mais il y a des choses que les enfants cachent, non par méchanceté, mais parce qu'ils attendent le moment exact où ils devront s'en servir. Ce moment était arrivé. Mais pour comprendre tout ce qui s'est passé ensuite, pour comprendre comment 2 garçons de 18 ans ont accompli ce qu'ils ont accompli, je dois vous ramener quelques mois en arrière. Car l'histoire n'a pas commencé le jour où Norma a vidé le compte et disparu. L'histoire a commencé bien plus tôt, dans ces petits détails que j'ai ignorés, dans ces signes qui étaient là, juste sous mes yeux, et que je ne voulais pas voir.
parce qu'il y a des vérités qui font si mal que le cerveau apprend à regarder ailleurs. Nous étions mariés depuis 20 ans, Norma et moi. 20 ans, ce n'est pas rien. C'est toute une vie construite ensemble. Ce sont 2 enfants, une maison presque entièrement payée. Des vacances qui se passaient parfois bien et qui, parfois, finissaient en dispute. Des dîners de Noël avec sa famille que je n'ai jamais totalement comprises. Et ce genre de routine que l'on confond parfois avec le bonheur, parce que personne ne crie, que la vaisselle est faite et qu'il y a de la nourriture sur la table. Je croyais que nous étions heureux. Ou peut-être que je ne le croyais pas, mais qu'il m'arrangeait d'y croire, car l'alternative aurait été de me poser des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Je me disais, quand quelque chose clochait, tu es fatigué. C'est le travail. Ce sont les années. C'est comme ça que fonctionnent les longs mariages. C'est normal. Rien de ce qui se passait n'était normal. Je le sais maintenant, et au fond de moi, je crois que je le savais déjà à l'époque. Mais un homme de 45 ans qui a passé 2 décennies à bâtir quelque chose n'a pas envie d'accepter que ce qu'il a construit a de profondes fissures dans ses fondations. Que le sol est pourri de l'intérieur. Que la personne qui dort à côté de lui chaque nuit depuis des mois, peut-être des années, ne pense plus à lui quand elle ferme les yeux. Norma avait 42 ans quand tout cela est arrivé. C'était une femme intelligente. Je l'ai toujours reconnue. Intelligente, organisée, avec une mémoire impressionnante pour les chiffres. C'est elle qui s'était toujours occupée des finances familiales. Je gagnais l'argent, elle le gérait. C'est ainsi que nous avions fonctionné depuis le début. Je lui faisais totalement confiance. Je lui avais donné accès à tous les comptes, à toutes les économies, à tout. Je n'avais jamais vérifié un seul relevé bancaire en 20 ans, car c'était son rôle. C'est ça, former une équipe, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Ce que j'ignorais, c'est que cette confiance, cette foi aveugle que j'avais en elle, allait être exactement l'arme qu'elle utiliserait pour me causer le plus grand mal de ma vie. J'ai commencé à remarquer des choses étranges vers le mois de février. De petits détails. Le genre de détails qui, si vous les racontez séparément à quelqu'un, ne semblent rien du tout. Mais quand vous les assemblez tous dans votre tête, ils forment soudain un tableau qui vous retourne l'estomac. Norma s'est mise à sortir plus souvent. Avant, c'était moi qui rentrais parfois tard du travail. Soudain, c'était elle. Ses cours de yoga, qui avaient lieu le mardi, sont passés au mardi et au jeudi. Puis le samedi s'est ajouté. Ensuite, elle a commencé à rentrer de ses cours avec les cheveux humides, mais sans cette odeur particulière que laisse l'exercice. Elle sentait le savon, un savon différent de celui de notre maison. Je l'ai remarqué et je n'ai rien dit. Son téléphone aussi a changé. Avant, elle le laissait toujours sur la table quand nous étions à la maison. Soudain, elle l'avait en permanence dans sa poche. Elle l'emmenait avec elle aux toilettes, l'éteignait avant de dormir. Une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin, et le lit était vide. Je l'ai trouvé dans le salon, dans l'obscurité, en train de taper silencieusement. Quand elle m'a vu, elle a sursauté. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle a rangé son téléphone, nous sommes retournés nous coucher et n'avons rien ajouté. Je n'ai rien dit non plus, car le dire à voix haute l'aurait rendu réel. Et je n'étais pas prêt à ce que ce soit réel. Mais mes fils observaient. Tous les deux, en silence, depuis leur chambre, depuis la table du petit déjeuner, depuis chaque recoin de cette maison. Adolfo a toujours été le plus observateur des deux. Le genre de garçon qui semble être dans son propre monde, mais à qui rien n'échappe. Damian, son frère, était le stratège. Celui qui, quand quelque chose l'inquiétait, n'en parlait pas. Il y réfléchissait pendant des jours, puis élaborait un plan complet, étape par étape, comme s'il était un architecte et que la situation était un bâtiment à redessiner depuis les fondations. Ils le savaient tous les deux avant moi, bien avant. Mais ils ne m'ont rien dit, car ils étaient en train de préparer quelque chose. Quelque chose que je ne découvrirai que ce fameux mardi, lorsque j'ai trouvé le compte vide et que je les ai vus sourire avec ce calme que je ne comprenais pas sur le moment, et qui, des jours plus tard, me ferait pleurer de fierté, de gratitude. Et de cette forme d'amour paternel qui n'a pas de nom mais qui est le plus fort de tous. Commentez d'où vous nous regardez, car ce qui suit, ce que mes fils ont fait, ce qu'ils ont découvert, et surtout ce qui s'est passé lorsque Norma a appelé, des jours plus tard, désespérée et hurlante, est quelque chose que vous devez entendre jusqu'au bout. Ce n'est que le début. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Je suis resté dans mon lit, à fixer le plafond les yeux grands ouverts, écoutant le silence de la maison, comme si ce silence allait d'un instant à l'autre me donner une réponse. La chambre sentait encore son odeur, son parfum, sa crème de nuit, ce mélange particulier que l'on apprend à reconnaître après 20 ans à partager le même espace avec quelqu'un. Cette odeur qui, autrefois, m'était familière et rassurante, cette nuit-là, me retournait l'estomac. Norma était partie. Pas en vacances, pas chez sa mère. Elle était vraiment partie, avec une valise, avec l'argent de mes enfants, avec un homme dont je ne connaissais même pas encore le nom, vers un endroit que j'ignorais toujours. Et elle l'avait planifié. C'est ce qui m'a frappé le plus durement. Ce n'était pas une impulsion, un moment de folie, une décision prise dans le feu d'une dispute. Tout avait été froidement calculé, les dates, les virements bancaires, les heures choisies pour que je ne sois pas à la maison quand tout cela se produirait. Elle m'avait étudié pour me blesser avec précision. J'ai pris mon téléphone 3 fois cette nuit-là pour l'appeler. Les 3 fois, j'ai raccroché avant même de finir de composer le numéro. Que allais-je lui dire? Que allais-je lui demander? Pourquoi? Pourquoi faire? Les gens qui font ce qu'elle a fait n'ont pas de réponse satisfaisante. Il n'y a aucune explication qui puisse guérir cela. Il n'y a pas de mots pour combler ce vide. À 2 heures du matin, je me suis levé et je suis allé dans la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau et je suis resté devant la fenêtre à regarder la rue déserte. Un lampadaire clignotait à un demi-pâté de maison. Un chien aboyait au loin. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était, totalement indifférent au fait que ma vie venait d'être coupée en deux. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Adolfo, en pyjama, ébouriffé, avec ce même air fatigué que moi, l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi. Il s'est tenu près de moi à la fenêtre et a également regardé la rue, sans rien dire pendant un moment. C'est ainsi qu'étaient mes fils. Ils n'arrivaient jamais dans la précipitation. Ils laissaient toujours le silence faire son œuvre d'abord. « Tu n'arrives pas à dormir ?» lui ai-je demandé, bien que la réponse fût évidente. « Je ne dors pas bien depuis des semaines », a-t-il répondu. À cet instant, quelque chose dans le ton de sa voix m'a poussé à me tourner vers lui. Il ne l'avait pas dit comme quelqu'un qui se plaint de la chaleur ou du bruit. Il l'avait dit comme quelqu'un qui porte un fardeau très lourd depuis longtemps et qui peut enfin le relâcher un peu. Des semaines, ai-je répété. Adolfo a hoché la tête, a jeté un regard vers moi, puis s'est remis à fixer la rue. « Papa, il y a des choses que tu dois savoir. Beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le moment, ce soir. Ce soir, tu dois te reposer. Même juste un peu, car ce qui arrive va exiger que tu sois fort. » Ce qui arrive, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas fini, a-t-il dit. Ça ne fait que commencer, et nous avons besoin que tu sois avec nous, pas détruit. Je l'ai simplement dévisagé. Il avait 18 ans. Mon fils. Le même qui, à 6 ans, pleurait si on lui prenait sa glace. Le même qui, à 12 ans, avait peur d'aller seul chez le médecin. Le même qui, l'année dernière, me demandait des conseils pour parler à une fille qui lui plaisait. Et maintenant, il se tenait devant moi, dans la cuisine sombre, en train de me dire de me préparer pour ce qui allait arriver, avec une sérénité qui n'était pas normale pour son âge, ni pour aucun âge d'ailleurs. « Depuis quand le savez-vous » lui ai-je demandé. Il fit une brève pause. « Depuis 4 mois. » Des mois. Ce chiffre m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Des mois à savoir ce que j'ignorais. 4 mois à me regarder prendre le petit déjeuner avec elle, dîner avec elle, vivre dans la même maison qu'elle sans rien dire. Pas par cruauté, je l'ai compris plus tard, mais parce qu'ils construisaient quelque chose. Parce que me le dire à ce moment-là aurait ruiné ce qu'ils avaient planifié. « Va dormir, papa » a dit Adolfo. Il a posé une main sur mon épaule. Un geste bref, ferme, digne d'un homme beaucoup plus âgé. « Demain, Damien et moi t'expliquerons tout. » Je suis retourné me coucher. Je n'ai pas dormi, mais je suis resté immobile. Et à 7 heures du matin, quand le soleil filtrait déjà à travers les stores et que la maison commençait à émettre ses légers bruits de début de journée, ils sont tous deux apparus à la porte de ma chambre. Damien portait 3 tasses de café. Adolfo portait un dossier épais en carton dur, maintenu fermé par un élastique. Ils se sont assis sur le bord du lit, un de chaque côté, comme quand ils étaient petits et qu'ils grimpaient dans notre lit le dimanche matin.
Seulement maintenant, il n'y avait ni jeu ni rire. Il y avait ce dossier, et il y avait quelque chose sur leurs deux visages qui me disait que ce que j'allais entendre allait changer tout ce que je croyais savoir sur les dernières années de ma vie. Damian a été le premier à parler. Tout a commencé en janvier, a-t-il dit. Adolfo a remarqué quelque chose d'étrange sur le téléphone de maman. J'ai regardé Adolfo. Il a hoché la tête. C'était un accident, a-t-il expliqué. Je cherchais le chargeur dans son sac parce que le mien était cassé, et son téléphone était déverrouillé sur la table. Je ne cherchais pas à fouiller, mais l'écran était allumé et j'ai vu un message. Qu'est-ce qu'il disait, ai-je demandé. Adolfo a baissé les yeux un instant. Il disait, la nuit dernière était incroyable. Tu me manques déjà. Avec un cœur. Le silence qui a suivi était de ceux qui remplissent tout l'espace d'une pièce. Qui l'a envoyé, ai-je demandé, bien qu'une part de moi ne voulut pas le savoir. Un contact enregistré sous le nom de Jessica, a dit Damian. Mais ce n'était pas une Jessica. C'était un homme. Nous l'avons confirmé plus tard. Adolfo a ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des feuilles imprimées, des captures d'écran, quelques notes manuscrites, des dates soulignées au marqueur rouge. Ils l'avaient organisé comme un vrai dossier d'enquête, comme quelque chose qu'ils avaient soigneusement bâti pendant des mois, couche par couche, détail par détail. Nous n'avons rien dit à maman sur ce que nous avions vu, a poursuivi Adolfo. Nous avons décidé d'enquêter d'abord. Nous voulions savoir qui c'était, depuis quand, et surtout, s'il y avait autre chose que nous ignorions. Et y avait-il autre chose, ai-je demandé. Ils se sont regardés tous les deux. Ce regard, cette fraction de seconde durant laquelle ils se consultaient sans mots. Cela m'a indiqué, avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, que ce qui allait suivre était pire que ce que je savais déjà. Oui, a dit Damian. Il y avait beaucoup plus. Ils m'ont expliqué que pendant les premières semaines, ils n'avaient fait que pister le téléphone. Adolfo avait installé, à l'insu de Norma, une application sur son propre téléphone qui lui permettait de voir quand elle était active sur certains réseaux. Ce n'était pas de l'espionnage illégal, a-t-il précisé, c'était un outil qu'ils utilisaient pour surveiller l'activité sur les réseaux ouverts. Damian avait fait des recherches, lu les conditions d'utilisation, et s'était assuré de ne franchir aucune limite. C'est ce qu'il m'a dit, et je l'ai cru, car Damian était ainsi, méticuleux, prudent, le genre de personne qui lit les petits caractères avant de signer quoi que ce soit. Ce qu'ils avaient découvert au cours de ces premières semaines suffisait à confirmer ce qu'ils craignaient. Norma avait un second compte sur un réseau social, sous un faux nom. Depuis ce compte, elle entretenait des conversations avec un homme nommé Marcelo. 40 ans. Il vivait dans une autre ville, à 3 heures de la nôtre. Divorcé, sans enfant. Il travaillait dans un domaine lié à l'importation, bien que mes fils aient découvert par la suite que ce travail était beaucoup plus irrégulier qu'il n'y paraissait. Les conversations entre Norma et Marcelo duraient depuis au moins 8 mois. 8 mois. Quand Damian m'a annoncé ce chiffre, j'ai dû me lever du lit et marcher jusqu'à la salle de bain, car j'ai cru que j'allais vomir. 8 mois. Noël, mon anniversaire, notre anniversaire de mariage que nous avions célébré dans ce restaurant qu'elle aimait tant, où elle m'avait tenu la main sur la table en me disant qu'elle était heureuse. Tout cela s'était produit alors qu'elle avait cet homme dans son téléphone, alors qu'elle m'embrassait le soir et qu'elle écrivait des messages au petit matin dans le salon, pensant que je dormais. Je me suis aspergé le visage d'eau froide. Je suis retourné dans la chambre. Ils étaient toujours là tous les deux, attendant avec une patience qui me brisait le cœur. Car c'était la patience de deux fils qui avaient décidé de protéger leur père avant même que leur père ne sache qu'il avait besoin d'être protégé. Il y a autre chose, a dit Adolfo quand je me suis rassis. Ce n'était pas une question, c'était un avertissement. Dites-moi, ai-je répondu. L'argent, a dit Damian. Le compte pour l'université n'était pas le seul. Je me suis figé. Comment ça, ce n'était pas le seul? Damian a pris une des feuilles du dossier et me l'a tendue. C'était une liste, des dates, des montants, des noms de comptes. Je l'ai regardé sans vraiment assimiler ce que mes yeux voyaient. Il y avait des mouvements d'argent qui duraient depuis plus d'1 an. De petits montants au début. 200 pesos ici, 5 cents là. Le genre de virement qui n'attire pas l'attention si l'on ne regarde pas de près. Et je ne regardais jamais, parce que j'avais confiance. Mais les montants avaient augmenté. Et au cours des 3 derniers mois précédant la fuite,
ils avaient explosé. Combien au total, ai-je demandé. Damian a pris une seconde avant de répondre. En comptant tout, a-t-il dit, y compris le compte pour l'université et les mouvements précédents que nous avons pu retracer, environ 380 000 pesos, papa. Le chiffre m'a anéanti. Ce n'était pas seulement l'avenir de mes fils. C'était une immense partie de notre sécurité globale. De l'argent que j'avais gagné par des années de travail, de sacrifices, de renoncement. De l'argent qu'elle avait retiré en silence. Au goutte à goutte au début, puis par poignées entières, pendant que je continuais à me lever chaque matin pour travailler, croyant bâtir quelque chose pour notre famille. Je ne bâtissais rien. Ou plutôt, si, je bâtissais, mais pas pour nous. Pour elle. Pour son autre vie. Pour Marcelo. Je suis resté silencieux un long moment. Adolfo et Damian n'ont rien dit. Ils étaient simplement là, de chaque côté de moi, comme deux colonnes soutenant un édifice sur le point de s'effondrer. J'ai fini par lever les yeux et je les ai regardés. Vous avez dit que vous aviez déjà réglé le problème. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ils se sont à nouveau regardés, et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, Damian a souri pour de bon. Pas ce petit sourire énigmatique de la veille. Un vrai sourire. Le sourire de quelqu'un qui a travaillé sur un projet pendant des mois et qui peut enfin montrer ce qu'il a accompli. Ça veut dire, a-t-il dit, que pendant que maman croyait s'en tirer à bon compte, nous l'avions déjà devancé. C'est à cet instant que j'ai compris que l'histoire que je considérais comme la pire de ma vie était sur le point de devenir quelque chose de complètement différent. Mais je ne savais pas encore comment. Je ne savais toujours pas ce qu'ils avaient fait. Je ne savais pas encore qui était vraiment Marcelo, ni ce que Norma allait découvrir en arrivant à cet endroit. Elle croyait fuir pour tout recommencer. Ça viendrait plus tard. D'abord, je devais comprendre jusqu'où allait la trahison. Car ce que Damian et Adolfo m'ont montré ce matin-là, avec ce dossier sur le lit et le café qui refroidissait dans les tasses, n'était que la première couche. Et sous cette couche, il y en avait une autre. Puis encore une autre. Comme une blessure que l'on ouvre pour découvrir qu'elle est plus profonde qu'on ne le pensait, et plus profonde encore. Ce matin-là, mes fils m'ont montré quelque chose qu'aucun père ne devrait jamais avoir à voir. Ce n'était pas seulement la trahison d'une épouse. C'était l'architecture complète d'un mensonge bâti sur plusieurs années. Brique par brique. Avec patience, avec intelligence, avec une froideur que je n'aurais jamais associée à la femme qui partageait mon lit depuis 2 décennies. Damian a sorti une autre feuille du dossier. C'était une chronologie faite à la main, avec des dates marquées et des flèches reliant les événements. Il l'avait dessinée. Je l'ai reconnu à son écriture, à son sens de l'ordre, à sa façon d'organiser les informations, comme un ingénieur concevant un plan. De janvier jusqu'à la veille, chaque mouvement important de Norma y était consigné. Chaque sortie suspecte, chaque virement, chaque instant où son comportement avait changé d'une manière qu'il jugeait pertinente. 4 mois d'observation silencieuse. 4 mois pendant lesquels mes fils prenaient leur petit déjeuner avec elle, lui disaient bonne nuit, répondaient à ses questions sur l'école et les examens. Et pendant tout ce temps, ils savaient. Ils ont gardé ce poids pour eux deux, sans en parler à personne, me protégeant d'une vérité que je n'étais pas encore prêt à entendre. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Pas l'argent, pas la trahison de Norma, mais d'imaginer mes 2 fils porter ce secret ensemble, me regardant chaque soir, et choisissant de ne rien me dire parce qu'ils savaient que me le dire trop tôt gâcherait ce qu'ils construisaient. Comment avez-vous supporté ça, lui ai-je demandé. Adolfo a haussé les épaules avec son calme habituel. Nous avions l'un l'autre, a-t-il simplement dit. Et il n'a rien ajouté d'autre parce qu'il n'en avait pas besoin. Damian a pointé la chronologie du doigt et a commencé à expliquer. En janvier, lorsqu'Adolfo a vu le message par accident, ils ont tous les deux décidé de ne pas réagir immédiatement. C'était la clé. Il m'a expliqué que la réaction impulsive aurait été de la confronter, ou de me le dire, ou de faire quelque chose qui aurait alerté Norma qu'il savait. Mais Damian a proposé autre chose. Il a proposé d'observer, de documenter, de comprendre pleinement la situation avant de déplacer le moindre pion. En février, ils ont commencé à suivre les mouvements d'argent. Adolfo avait accès à l'ordinateur familial, car Norma n'avait jamais changé le mot de passe du profil partagé. Un oubli, ou peut-être de l'arrogance. La conviction que personne dans cette maison ne regardait d'assez près. Dans ce profil,
ils ont trouvé un accès sauvegardé à l'un des comptes bancaires. Pas tous, mais un seul. Et ce seul compte a suffi pour repérer le schéma, les petits retraits qui avaient commencé des mois plus tôt, la fréquence croissante, les montants qui augmentaient sans aucune raison logique liée aux dépenses habituelles du foyer. Damian les a tous tabulés dans un tableur. Date, montant, compte de destination. Colonne par colonne, avec la précision de quelqu'un qui comprend que les chiffres ne mentent pas, même si les gens le font. En mars, ils sont passés à l'étape suivante. Ils devaient savoir qui était vraiment Marcelo. Le nom a été facile à trouver une fois qu'ils ont eu son profil sur les réseaux sociaux. Mais les profils publics ne racontent pas toute l'histoire. Damian a fait des recherches sur son nom complet, sa ville, son activité professionnelle. Ce qu'il a trouvé a soulevé plus de questions que de réponses. Marcelo avait une entreprise enregistrée qui était inactive fiscalement depuis 2 ans. Il avait des dettes pas catastrophiques, mais elles existaient et il avait un historique de courtes relations avec des femmes qui se terminaient toujours de la même manière, les femmes y perdaient quelque chose. De l'argent, dans la plupart des cas. Pas énormément à chaque fois, mais c'était un schéma récurrent. Damian l'a vu immédiatement, car Damian voit des schémas là où les autres voient des coïncidences. Marcelo n'était pas amoureux de maman, m'a-t-il dit ce matin-là avec une froideur qui m'a glacé le sang. Marcelo se servait d'elle. Je l'ai simplement fixée. Comment sais-tu ça? Parce que j'ai trouvé 2 femmes avant elle. J'en ai contacté une, a-t-il marqué une pause. Je me suis fait passer pour un étudiant faisant des recherches sur les arnaques sentimentales. Elle a parlé. Elle m'a tout raconté. La même histoire, le même homme charmant, les mêmes promesses d'une nouvelle vie, et à la fin, l'argent qui a disparu en même temps que lui. J'ai eu l'estomac noué. Norma ne fuyait pas avec l'amour de sa vie. Norma tombait dans un piège. Un piège qu'il avait déjà fait fonctionner avec d'autres femmes, et qui se refermait maintenant sur elle alors qu'elle se croyait libre. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à cet instant. Quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Ce n'était pas de la satisfaction, pas encore. C'était un mélange confus de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Pas la pitié qui vous adoucit, mais cette pitié froide que vous ressentez quand quelqu'un de très intelligent fait quelque chose de très stupide parce qu'il a cessé de réfléchir avec sa tête. Norma était intelligente. Elle l'avait toujours été. Mais Marcelo était plus patient. Et la patience, lorsqu'elle est utilisée pour faire du mal, est plus dangereuse que l'intelligence. C'est elle qui il est, ai-je demandé. Non, a répondu Adolfo. Pas encore. Ces 2 mots, pas encore, étaient chargés de tout ce qui allait suivre. Damian a continué. En avril, le mois précédant sa fuite, les mouvements d'argent se sont accélérés. Norma a commencé à vider les comptes avec plus d'urgence. Cela a indiqué à mes fils que la date de départ était proche, que le plan de Norma et de Marcelo entrait dans sa phase finale. Le temps pressait. C'est alors que Damian a activé ce qu'il a appelé la 2e phase. Il m'a expliqué que durant ces semaines, il avait secrètement consulté un avocat, un ami du père d'un de ses camarades de classe, spécialisé en droit de la famille et des finances. Il lui avait expliqué la situation sans donner de nom, en exposant juste les faits, les virements, les montants, le compte universitaire, le modèle de siphonnage systématique des économies familiales. L'avocat lui a dit une chose très importante, si l'on pouvait tout documenter avant que Norma ne quitte le pays, il existait des mécanismes légaux pour geler les avoirs et récupérer une partie de ce qui avait été volé. Mais le temps était critique. Une fois que l'argent quittait certains comptes pour se retrouver vers d'autres destinations, sa récupération devenait exponentiellement plus difficile. Il devait agir avant qu'elle ne parte. Le problème, c'est qu'il ne connaissait pas la date exacte. Adolfo a résolu ce problème. Un après-midi de la semaine précédente, pendant que Norma prenait sa douche, Adolfo est entré dans la cuisine où elle avait laissé son sac à main. Il a de nouveau cherché le chargeur, comme la première fois. Sauf que cette fois, ce n'était pas un accident. Cette fois, il savait exactement ce qu'il cherchait. Il a pris le téléphone. Il était verrouillé, mais il connaissait le schéma de déverrouillage, car il y a des mois, il l'avait vu le déverrouiller sans qu'elle ne remarque qu'il l'observait. Un petit détail stocké dans sa mémoire, comme une graine attendant le moment d'être utilisée. Il a déverrouillé le téléphone. Il avait moins de 3 minutes avant qu'elle ne sorte de la douche. En ces 3 minutes, il a trouvé ce qu'il lui fallait.
Une conversation avec Marcelo où il confirmait la date. Le mardi suivant, tôt le matin, pour profiter du moment où je partais travailler. La destination initiale, une ville à 4 heures de route, où Marcelo avait des contacts et où ils avaient loué un appartement, payé d'avance avec une partie de l'argent que Norma retirait depuis des mois. Adolfo a mémorisé tout ce qu'il a pu. Il a remis le téléphone exactement à sa place. Il a quitté la cuisine avant que Norma n'ait fini de se sécher. Et ce soir-là, pendant que nous dînions tous les trois ensemble à cette table, comme si de rien n'était, pendant que Norma nous demandait comment s'était passée notre journée et que je répondais avec la même normalité automatique que d'habitude, Adolfo a envoyé un message à Damian sous la table. Le message disait « Mardi. Je sais tout ». Damian m'a montré ce message sur son téléphone. Il l'avait toujours sauvegardé. L'heure indiquait 21h47. Pendant que nous dînions. Pendant que je passais le pain à la femme qui me trahissait à mon insu. J'ai dû fermer les yeux un instant. J'ai respiré. « Et qu'avez-vous fait de cette information ?» ai-je demandé quand j'ai pu reprendre la parole. Damian a lentement refermé le dossier. « Nous avons appelé l'avocat le lendemain, » a-t-il dit. « Et nous avons mis en marche ce que nous avions préparé. » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Papa, au moment où maman a transféré cet argent mardi matin, il y avait déjà des engrenages en marche dont elle n'avait aucune idée. Des choses qui allaient rendre cet argent inutile pour elle. Des choses qui allaient empêcher Marcelo d'y toucher. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences précédents. Ce n'était pas le silence de la douleur. C'était le silence qui précède juste le moment où tout bascule. « Il y a autre chose que je dois te dire », a déclaré Adolfo. À propos de Marcelo. À propos de ce que nous avons trouvé dans ses comptes. Et à propos d'une personne qui ignore que nous connaissons son existence. Je me suis redressé dans le lit. Le café était complètement froid. La matinée avançait dehors, et j'étais assis entre mes deux fils de 18 ans, réalisant lentement que, si j'avais passé 20 ans à croire que je protégeais ma famille, eux avaient passé 4 mois à me protéger. Et ils n'avaient pas encore terminé. Ce qu'Adolfo m'a dit ensuite est ce qui a finalement fait s'effondrer le dernier mur qui me restait. Jusqu'à cet instant, aussi douloureux que cela ait été, j'avais encore dans la tête une version de Norma qui était humaine. Perdue, égoïste, cruelle dans ses décisions, mais humaine. Quelqu'un qui avait pris de mauvaises décisions pour des raisons que je pourrais peut-être un jour comprendre, sans pour autant pardonner. Une femme qui était tombée amoureuse d'un autre homme et avait choisi la mauvaise façon de quitter son mariage. Cette version a disparu au moment où Adolfo a ouvert le dossier à la dernière section, celle comportant une page avec un en-tête écrit en rouge. Damian m'a expliqué que, pendant qu'ils enquêtaient sur Marcelo, ils avaient trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas compris au début. Des mouvements d'argent qui ne correspondaient pas au schéma qu'ils connaissaient déjà. Ce n'étaient pas les retraits progressifs de Norma vidant nos comptes. C'étaient des dépôts. De l'argent qui arrivait sur un compte qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Un compte qui n'était ni au nom de Norma ni de Marcelo. Il était au nom d'une société, une petite entreprise enregistrée 3 ans plus tôt, qui, sur le papier, était spécialisée dans le conseil en images personnelles, sans aucun employé déclaré, sans bureau physique vérifiable, sans client public. Le genre d'entreprise qui existe sur le papier mais pas dans la réalité. Le genre d'entreprise créée pour déplacer de l'argent d'un endroit à un autre sans que cela ait l'air d'être ce que c'est réellement. Il a fallu 2 semaines à Damian pour relier cette entreprise à Norma. Il l'a fait grâce à un petit détail presque invisible. L'adresse email de contact de l'entreprise, qui figurait dans un registre public, se terminait par une combinaison de chiffres que Damian a reconnus. C'était l'anniversaire de Norma, écrit à l'envers. Le genre de détail que seule une personne connaissant bien la personne et observant très attentivement pouvait remarquer. L'entreprise appartenait à Norma, et elle recevait de l'argent depuis 3 ans. Non pas de nos comptes personnels, mais d'une autre source. Adolfo m'a regardé lorsqu'ils sont arrivés à cette partie de l'histoire. Il cherchait sur mon visage un signe indiquant que je savais déjà quelque chose. Il n'en a trouvé aucun, car je ne savais rien. Absolument rien. Et c'était précisément ce qui les avait le plus troublés lorsqu'ils l'avaient découvert. D'où venait cet argent, ai-je demandé. Damian a pris une profonde inspiration. D'une entreprise avec laquelle tu travailles, papa. Le monde s'est arrêté. Pas au sens figuré. J'ai littéralement senti quelque chose geler complètement à l'intérieur de moi. Mon cœur, mes pensées, l'air dans mes poumons.
Tout s'est figé pendant une seconde qui a semblé beaucoup plus longue. Quoi, ai-je dit, et ma propre voix m'a semblé lointaine. Nous avons trouvé des virements réguliers, provenant d'un compte lié au fournisseur de ton entreprise, vers le compte de cette société écran de maman, a dit Damian. Il parlait lentement, choisissant chaque mot avec soin, comme quelqu'un qui sait que ce qu'il dit peut briser quelque chose d'irréparable. Ce ne sont pas d'énormes montants individuellement, mais ils sont constants, tous les mois depuis 3 ans, et ça s'accumule pour représenter beaucoup. Je me suis levé du lit, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé dehors sans rien voir. Mon entreprise. L'affaire que j'avais bâtie pendant 15 ans. Distribution de matériaux de construction. Quelque chose que j'avais lancé de zéro, avec un prêt qu'il m'avait fallu 6 ans pour rembourser, et que, par un travail acharné et des sacrifices, j'avais transformé en quelque chose de stable. Quelque chose qui offrait un emploi à 19 personnes et qui était le pilier de tout ce que nous avions. Quelqu'un volait de l'argent là-bas, et cet argent finissait sur un compte de Norma. Est-ce que Norma a accès au compte de l'entreprise, a demandé Adolfo depuis le lit. Non, ai-je répondu. Je n'ai jamais voulu mélanger nos finances personnelles avec les affaires. Je les ai toujours gardées séparées. Alors ce n'est pas elle qui les a retirées directement, a dit Damian. Quelqu'un de l'intérieur les lui transférait. Je me suis tourné vers lui. Quelqu'un de l'intérieur. Il a hoché la tête. C'est ce que nous n'avons pas encore pu confirmer totalement. Nous savons d'où l'argent part au sein de l'entreprise. Nous savons où il va. Mais nous ne savons pas encore qui effectue ces mouvements de l'intérieur. Je me suis assis dans le fauteuil dans le coin de la pièce, car mes jambes ne me soutenaient plus très bien. Quelqu'un dans mon entreprise. Quelqu'un que j'avais embauché, quelqu'un que je payais, quelqu'un que je considérais très probablement comme digne de confiance, prenait de l'argent et l'envoyait à ma femme. Et ma femme le recevait dans une société écran dont j'ignorais l'existence. Tout en vivant dans ma maison. Tout en dormant dans mon lit. Tout en me disant bonne nuit et en me demandant comment s'était passée ma journée. Pendant 3 ans. Tout cela durait depuis 3 ans. Adolfo s'est approché et s'est assis sur la coudoir du fauteuil, à côté de moi. Il n'a rien dit. Il était simplement là. Et ce simple geste, cette présence sans mots, m'a soutenu plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Il y a une personne dans l'entreprise que nous pensons être impliquée, a continué Damian. Nous ne pouvons pas encore le prouver avec ce que nous avons, mais le modèle des mouvements correspond à quelqu'un qui a accès au compte des fournisseurs et qui travaille avec toi depuis exactement 3 ans. 3 ans. Exactement le temps depuis lequel la société écran était active. Qui, ai-je demandé. Damian a hésité un instant. Non pas par peur, mais parce qu'il savait que le nom qu'il s'apprêtait à prononcer allait me blesser d'une manière différente de tout le reste. Pas la douleur de la trahison d'une épouse, mais quelque chose de plus proche de ce sentiment particulier que l'on éprouve quand on découvre qu'une personne à qui l'on a donné sa chance, une personne que l'on a aidée, une personne que l'on a bien traitée, vous a remboursé de la manière exactement opposée. Hernan, a-t-il dit. Je me suis figé. Hernan. 38 ans, comptable. Il était dans l'entreprise depuis exactement 3 ans. Je l'avais embauché après le départ à la retraite du comptable précédent. Hernan était arrivé avec de bonnes références, un diplôme, et une façon de travailler ordonnée et discrète que j'avais appréciée d'emblée. Ce n'était pas le genre d'employé qui se faisait remarquer. Il faisait son travail, arrivait à l'heure, ne créait pas de conflit. Le profil parfait pour voler sans que personne ne regarde. Comment êtes-vous remonté jusqu'à lui, ai-je demandé. Par l'heure des virements, a dit Damian. Ils se produisent tous entre 11h du matin et 13h, du lundi au mercredi. Ce sont les heures où Hernan travaille seul dans le service comptable. Car les 2 autres membres de l'équipe ont des réunions fixes ces jours-là. Nous avons croisé les données avec le calendrier interne que nous avons réussi à consulter. Nous avons croisé les données avec le calendrier interne. Mes fils de 18 ans avaient fait ce que je n'avais pas fait en 3 ans. Ils avaient regardé. Ils avaient prêté attention. Ils avaient relié des points dont j'ignorais jusqu'à l'existence. L'avocat est-il au courant, ai-je demandé. Oui, a répondu Damian. Nous lui avons transmis toutes les informations la semaine dernière. Il prépare 2 choses en parallèle. Une plainte formelle pour fraude financière contre Hernan, et une action au civil pour récupérer les fonds transférés illégalement, y compris ceux du compte de l'université. J'ai regardé mes fils.
Je les ai vraiment regardés, peut-être comme je ne les avais pas regardés depuis longtemps. Avec cette attention totale que la routine et la fatigue de la vie quotidienne vous volent sans que vous vous en rendiez compte. J'ai vu deux jeunes hommes qui avaient pris une situation qui aurait détruit n'importe quel adulte, et l'avaient transformée en un dossier, un plan, une série d'étapes concrètes visant à récupérer ce qui nous appartenait. Sans perdre la tête. Sans agir par impulsion. Sans laisser la douleur les paralyser. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit plus tôt, ai-je demandé. Pas comme un reproche, mais par besoin sincère de comprendre. C'est Adolfo qui a répondu. Parce que si nous te l'avions dit avant que tout ne soit prêt, tu aurais confronté maman. Et si tu l'avais confrontée, elle serait partie de toute façon. Mais sans les transferts traçables, sans la société écran documentée. Sans rien que nous puissions utiliser légalement. Elle serait partie avec l'argent, et il n'y aurait eu aucun moyen de le retracer. Il avait raison. J'aurais fait exactement cela. J'aurais confronté Norma à l'instant même où je l'aurais appris. Je lui aurais dit tout ce que je savais, et elle aurait accéléré son plan, disparaissant avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit. Mes fils m'avaient protégé contre moi-même. L'avocat a besoin de te rencontrer aujourd'hui, a dit Damien. Il y a des documents que tu dois signer pour que les actions en justice aillent de l'avant. Et il y a autre chose que tu dois savoir avant cette réunion. Quoi d'autre, ai-je dit. J'avais presque peur de demander. Damien et Adolfo se sont encore regardés. Cette communication silencieuse entre eux que j'avais vue toute leur vie, et qui m'avait toujours semblé être l'une des choses les plus extraordinaires dans le fait d'avoir des fils jumeaux. Ce langage sans mots que seuls eux deux comprenaient. Marcelo n'est pas seul là-dedans, a dit Adolfo. Il a finalement un partenaire. Quelqu'un qui l'aide à identifier les femmes dont il va se servir. Quelqu'un qui est plus proche que maman ne l'imagine. Le silence qui a suivi était dense et glacial. Plus proche comment, ai-je demandé. Quelqu'un qui la connaissait, a dit Damien. Quelqu'un qui lui a donné des informations sur notre famille, sur nos comptes, sur nos économies. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Cela changeait tout. Cela signifiait que Norma n'avait pas seulement été une épouse infidèle prenant de mauvaises décisions. Norma avait été sélectionnée, identifiée, étudiée, et quelqu'un qui nous connaissait avait facilité tout cela. Qui, ai-je demandé. Damien a ouvert le dossier à la dernière page. Il m'a tendu une photographie imprimée. Je l'ai regardée, et l'air a quitté mes poumons pour la deuxième fois en moins de 24 heures. La photographie représentait Bernardo. Le frère de Norma. 44 ans, le plus jeune des deux. Celui qui avait toujours été le chouchou de la famille. Celui qui ne terminait jamais ce qu'il avait commencé. Celui qui avait sauté de travail en travail pendant des années, jusqu'à ce que je... Parce qu'il était mon beau-frère, et parce que Norma me l'avait demandé avec cette façon à elle qui ne laissait pas beaucoup de place au refus. Lui trouve un poste stable chez l'un de mes principaux fournisseurs. Bernardo, que j'avais aidé. Que j'avais personnellement recommandé. Que j'avais défendu devant mon propre associé quand il m'avait dit qu'il ne lui faisait pas confiance. Bernardo était le lien entre Marcelo et Norma. J'ai simplement fixé la photographie, sans pouvoir dire un mot pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. C'était une image prise de loin, avec le zoom du téléphone d'Adolfo. Granuleuse, mais suffisamment claire. Bernardo assis dans un café avec Marcelo. Tous les deux penchés sur la table, discutant avec la proximité de gens qui partagent des secrets. Une conversation qui, d'après leur langage corporel, n'était ni fortuite ni récente. C'était la conversation de deux personnes qui se connaissent bien et qui coordonnent quelque chose. La date, dans le coin de la photographie, indiquait, il y a 6 semaines. 6 semaines avant que Norma ne vide les comptes et disparaisse. Adolfo m'a expliqué comment ils étaient remontés jusqu'à lui. Fin mars, en traçant les mouvements d'argent vers la société écran de Norma, Damien avait remarqué que plusieurs des montants coïncidaient avec des dates auxquelles Bernardo avait visité notre maison. Pas toutes ces visites, mais suffisamment pour établir un modèle. Bernardo arrivait, passait quelques heures, et 1 ou 2 jours plus tard, il y avait un transfert vers le compte écran. Comme si chaque visite était un compte rendu, une mise à jour d'informations. Adolfo avait commencé à le suivre. Pas physiquement, au début. Sur les réseaux sociaux. Bernardo n'était pas très prudent avec son activité en ligne. Il utilisait les mêmes plateformes avec le même nom.
Il suivait des comptes qui le reliaient à Marcelo en 2 ou 3 étapes, et avait commenté des publications d'une entreprise qui s'est avérée être liée au même cercle d'affaires irrégulière que Marcelo. Le monde de Bernardo et celui de Marcelo n'étaient pas parallèles. Ils se croisaient. Et cette intersection n'était ni récente ni accidentelle. Damian a creusé davantage. Il a découvert que Bernardo et Marcelo s'étaient rencontrés 4 ans plus tôt lors d'un événement professionnel dans une autre ville. Il l'avait confirmé grâce à une liste de participants publiée sur le site de l'organisation ayant sponsorisé l'événement. Les deux noms y figuraient, sur la même page. 4 années à se connaître. 1 an avant que Marcelo ne commence à apparaître sur le téléphone de Norma. Le plan avait mis 4 ans à s'exécuter. 4 ans depuis que Bernardo avait présenté la cible à Marcelo. 4 ans depuis que Marcelo avait commencé à élaborer sa stratégie d'approche. 1 année de cours assidus, de messages calculés, de promesses conçues spécifiquement pour quelqu'un que Bernardo lui avait décrite en détail. Ses insatisfactions, ses rêves, ses peurs, ses points faibles. Son propre frère l'avait vendu. J'ai dû me lever à nouveau. Je ne pouvais pas rester immobile avec cette information en moi. Je faisais les 100 pas d'un bout à l'autre de la pièce pendant que mes fils me regardaient en silence, me laissant digérer la nouvelle sans me presser, sans dire quoi que ce soit d'inutile. Bernardo savait combien d'argent nous avions. Il le savait parce que Norma le lui avait dit. Parce que les frères et sœurs parlent. Parce que des choses avaient été mentionnées lors de réunions de famille. Parce que moi-même, à l'occasion d'un dîner de Noël ou d'un anniversaire, j'avais commenté, sans penser aux conséquences, que les affaires marchaient bien, que les économies augmentaient, que l'avenir des garçons était assuré. Des mots dits sans malice, reçus avec un objectif bien différent. Bernardo avait donné à Marcelo la carte complète de notre famille. Combien nous avions, où s'étaient gardés, comment fonctionnaient nos finances, qui les gérait, quelle était la dynamique entre Norma et moi. Tout ce dont Marcelo avait besoin pour concevoir un piège sur mesure. Et Norma n'avait jamais rien su. C'était la partie la plus tordue de toute cette histoire. Norma croyait faire un choix libre, qu'elle tombait amoureuse, qu'elle choisissait une nouvelle vie, qu'elle s'échappait vers quelque chose de meilleur. Elle ignorait que chacun de ses pas avait été calculé par quelqu'un qui la connaissait depuis son enfance et qui s'était servi d'elle comme d'un instrument pour voler sa propre famille. Combien avait-il payé Bernardo? Mes fils avaient aussi enquêté là-dessus. Pas avec exactitude, mais avec suffisamment de preuves pour s'en douter. Il y avait des dépôts sur le compte de Bernardo qui ne correspondaient ni à son salaire ni à aucune source de revenus vérifiable. Des montants modérés, rien de scandaleux, mais réguliers. Le genre de paiement qui est effectué lorsqu'une personne fournit un service continu. Son service, c'était sa propre sœur. J'ai rangé cette photographie. Je l'ai mise dans le tiroir de ma table de chevet et je l'ai refermée avec plus de force que nécessaire. Damian l'a remarqué, mais n'a rien dit. Adolfo non plus. Ils m'ont donné l'espace dont j'avais besoin pour ravaler cette colère et la transformer en quelque chose d'utile, au lieu d'en faire quelque chose qui me détruirait. L'avocat sait tout ça aussi, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Oui, a répondu Damian. Toutes les informations sur Bernardo sont documentées et entre les mains de l'avocat depuis 2 semaines. C'est en train d'être inclus dans la plainte. J'ai hoché la tête lentement. Et Norma sait-elle que Bernardo s'est servi d'elle? Non, a dit Adolfo. Elle pense toujours que son frère est son complice, qu'il l'a aidé à planifier tout ça. Elle ne sait pas que c'est lui qui l'a entraîné là-dedans dès le début. Elle ne sait pas que Marcelo l'a cherché parce que Bernardo la lui a désigné. J'ai fermé les yeux un instant. Cette révélation, quand elle arriverait, allait être dévastatrice pour Norma. Aussi furieux que je fusse contre elle, malgré tout le mal qu'elle m'avait fait, imaginer ce moment-là ne me procurait aucune satisfaction. Cela m'inspirait une tristesse étrange et lourde. Car Norma, au fond de tout cela, était aussi une victime. Une victime qui avait pris de terribles décisions, qui avait trahi sa famille, qui avait volé l'avenir de ses propres enfants, mais une victime malgré tout. Bien sûr, cela ne changeait rien à ce qu'elle avait fait. Cela ne changeait pas les 240 000 pesos du compte de l'université. Cela ne changeait pas les 3 années pendant lesquelles Hernan avait volé mon entreprise avec sa complicité. Cela ne changeait pas les mensonges, les nuits dans le noir à écrire à Marcelo, le savon différent, les silences calculés. Rien de tout cela ne disparaissait sous prétexte qu'elle ignorait, elle aussi, toute la vérité. Damian m'a dit que le rendez-vous avec l'avocat était prévu pour 11 heures du matin.
Il restait 2 heures. J'avais besoin de prendre une douche, de m'habiller, de manger quelque chose même si je n'avais pas faim, et d'arriver à ce rendez-vous avec l'esprit aussi clair que possible. Car ce que j'allais signer ce jour-là allait déterminer une grande partie de ce qui se passerait ensuite. Je me suis levé avec cette intention. Mais avant de quitter la pièce, je me suis arrêté à la porte et je les ai regardés tous les deux, assis sur mon lit, avec ce dossier entre eux. Avec le sérieux d'hommes qui avaient dû grandir d'un coup, sans que personne ne le leur demande. « Vous allez bien, tous les deux ?» leur ai-je demandé. Je ne parlais pas de leur santé physique. Je parlais du reste. Le poids d'avoir porté ce secret pendant si longtemps. Le prix à payer pour découvrir que sa mère n'est pas celle que l'on croyait. La souffrance silencieuse de savoir quelque chose qui fait mal et de ne pas pouvoir le dire. Adolfo m'a regardé, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai vu sur son visage quelque chose qui n'était ni calme ni stratégie. Ce ne fut qu'une seconde. Une seconde où le garçon de 18 ans est apparu derrière l'homme qu'il devenait. « Nous irons mieux quand ce sera fini », a-t-il répondu. J'ai hoché la tête. Je suis allé prendre ma douche. Pendant que l'eau chaude coulait sur ma tête, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans tout ce que je savais. Norma, Marcelo, Bernardo, Hernan. 4 personnes connectées dans une toile de trahison qui opérait en silence autour de ma vie depuis des années. 4 personnes qui avaient parié que je ne regardais pas, que je ne posais pas de questions, que je faisais trop confiance et que je ne vérifiais pas assez. Ils avaient eu raison. Mais ils n'avaient pas compté sur mes fils. Et à 11 heures ce matin-là, assis face à un avocat qui connaissait chaque détail de ce que mes fils avaient bâti pendant 4 mois, j'ai commencé à comprendre que le plan que Damian et Adolfo avaient conçu n'était pas seulement une réponse à la trahison. C'était un travail de précision. Chaque pièce à sa place. Chaque étape pensée en fonction de la suivante. Une structure construite pendant que la trahison avançait, sans s'y opposer frontalement, sans l'alerter, la laissant aller exactement là où elle devait aller pour que la contre-attaque soit totale. L'avocat a étalé les documents sur la table. Je les ai regardés. Je les ai lus attentivement, chose que je n'avais pas faite depuis longtemps car je m'étais habitué à faire confiance sans vérifier. J'ai signé là où je devais signer. Et quand j'ai terminé, l'avocat m'a dit quelque chose que mes fils savaient déjà, mais que j'entendais pour la première fois ce jour-là. Le plan comportait 3 fronts simultanés. Le premier était juridique. Les plaintes, les documents, le gel des avoirs, tout cela était en marche depuis des jours, silencieusement, sans que Norma, ni Marcelo, ni Bernardo, ni Hernan ne le sachent encore. Le deuxième était financier. Une série de mouvements que l'avocat avait coordonnés, sur les conseils d'un comptable de confiance, pour protéger ce qui restait des actifs de la famille et de l'entreprise avant que les procédures judiciaires ne deviennent publiques. Et le troisième était le plus délicat. Le troisième, c'était Marcelo. Car Marcelo avait un problème qu'il ignorait encore. Un problème que mes fils avaient découvert presque par accident 3 semaines plus tôt, et qui avait complètement changé l'envergure de ce qu'il pouvait faire. Marcelo n'avait pas seulement fait le coup à Norma. Il y avait une affaire en cours dans une autre ville. Une plainte déposée par une précédente victime. Une enquête qui avançait en silence depuis des mois et qui était sur le point d'atteindre un stade critique. Une enquête qui avait besoin exactement du genre de documentation que mes fils avaient compilé pendant 4 mois. Et l'avocat de cette femme était en contact avec le nôtre depuis 2 semaines. Tout convergeait en même temps. Et Norma, dans cet appartement loué à 4 heures d'ici, ignorait toujours tout. Elle croyait encore avoir gagné. J'ai quitté le rendez-vous avec l'avocat à 13h30. Le soleil tapait fort sur le trottoir. Je suis resté un moment immobile devant le bâtiment, les documents signés dans une enveloppe, avec cette sensation étrange de quelqu'un qui vient d'activer un mécanisme irréversible. Comme lâcher une pierre d'une grande hauteur. Vous ne pouvez plus la rattraper. Vous ne pouvez que regarder où elle tombe. Damian et Adolfo m'attendaient dans la voiture. Tous deux sur la banquette arrière, tous deux avec leur téléphone à la main, levant les yeux au même instant quand j'ai ouvert la portière du conducteur. Cette synchronisation qui ne cessait de m'étonner, comme s'ils partageaient une horloge interne inaudible pour le reste du monde. Alors, a demandé Damian. J'ai tout signé, ai-je dit. L'avocat dit que les procédures judiciaires vont se mettre en mouvement cette semaine. Plainte contre Hernan, action au civil pour récupérer les fonds, et la connexion avec l'affaire de l'autre ville. Adolfo a hoché la tête lentement. Tant mieux.
Parce qu'il s'est passé quelque chose ce matin. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcelo a publié une photo sur les réseaux sociaux, a-t-il dit. Depuis la ville où il se trouve. Dans un restaurant. Il a l'air heureux. Il a fait une courte pause. Maman n'apparaît pas sur la photo, mais le lieu est identifié. Je suis resté silencieux un instant. Pourquoi ferait-il ça, ai-je demandé. S'ils essaient de disparaître, publier leur position est une énorme erreur. Exactement, a dit Damian. Et Marcelo n'est pas stupide. Ce qui veut dire qu'il se fiche d'être retrouvé. Ce qui veut dire qu'il ne compte pas rester là-bas longtemps. Je l'ai regardé à nouveau. Combien de temps penses-tu qu'il a l'intention de rester avec elle? Damian a fixé son téléphone un instant avant de répondre. D'après le schéma des femmes précédentes, Marcelo disparaît entre 3 et 6 semaines après la fuite. Il prend ce qu'il peut prendre et laisse la femme seule, sans argent, sans contact, dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Mon estomac s'est noué. Pas pour Norma. Ou pas seulement pour Norma. Mais parce qu'à cet instant, j'ai compris que le temps comptait. Que si Marcelo suivait son schéma habituel, à un moment donné dans les prochaines semaines, il allait laisser tomber Norma comme on jette quelque chose qui ne sert plus. Et Norma allait se retrouver seule dans une ville étrangère, sans l'argent qu'elle croyait avoir, sans l'homme qui, pensait-elle, l'aimait, sans rien. Et à ce moment-là, elle allait appeler. Je le savais avant même que cela n'arrive. Je l'ai ressenti avec cette certitude étrange qui vient parfois du fait de connaître une personne depuis 20 ans. Norma, lors de sa chute, allait m'appeler. Pas par amour, pas par véritable remords, mais parce que, quand tout s'effondre, les gens appellent l'endroit qu'ils connaissent, l'endroit où ils se sentent en sécurité, même s'ils l'ont détruit. C'est ainsi que fonctionne la peur. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit en silence pendant un moment. Les rues de la ville défilaient dehors comme d'habitude, avec leur bruit normal, leurs gens normaux, avec cette indifférence qu'a la vie quotidienne envers les drames particuliers de chacun. Personne sur ces trottoirs ne savait ce qui se passait dans cette voiture. Personne ne savait qu'un homme de 45 ans conduisait avec ses 2 fils jumeaux, après avoir découvert que son mariage n'avait été qu'un mensonge vivant, construit en couches sur des années. C'est comme ça. Les événements les plus importants qui vous arrivent se déroulent toujours dans les espaces les plus ordinaires. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore demandé, ai-je dit alors que nous nous arrêtions à un feu rouge. Quoi, a demandé Adolfo. Est-ce que Hernan sait qu'il a été découvert? Non, a répondu Damian. Personne ne sait encore rien. Hernan continue de venir travailler chaque matin comme si de rien n'était. L'avocat a recommandé de ne pas l'alerter tant que la plainte n'est pas officiellement déposée, pour qu'il n'ait pas le temps d'effacer des preuves. Et il fait encore des virements. Le dernier date d'il y a 4 jours, a ajouté Damian. Mais il y a une chose intéressante, depuis que maman est partie, les montants ont baissé. Comme s'il attendait lui aussi de voir ce qui se passe. Comme s'il savait que quelque chose a changé, mais qu'il ne savait pas exactement quoi. Cela me disait qu'il avait peur. La peur pousse les gens à faire des erreurs, et les erreurs laissent des traces. L'avocat le savait aussi. C'est pourquoi il avait recommandé d'attendre encore quelques jours avant de déposer la plainte officielle, pour lui laisser assez de cordes pour se pendre lui-même. Nous sommes arrivés à la maison. Nous sommes entrés en silence. La maison avait ce calme particulier des espaces qui viennent de perdre quelqu'un. Pas un calme paisible. Le calme de l'absence, d'un endroit qui ne sait pas encore ce qu'il est sans la personne qui n'est plus là. Je me suis assis dans le salon. Damian est allé dans la cuisine pour faire réchauffer quelque chose, car aucun de nous 3 n'avait vraiment déjeuné. Adolfo s'est assis en face de moi, avec cette expression de quelqu'un qui a encore quelque chose à dire mais qui choisit son moment. Dis-le, lui ai-je lancé. Il a souri légèrement. Je suis si transparent que ça. Tu as cette tête depuis une demi-heure. Adolfo a posé ses coudes sur ses genoux. J'ai parlé avec l'avocate de l'affaire dans l'autre ville ce matin. Celle contre Marcelo. Je l'ai regardé attentivement. Ils avaient besoin de témoignages. Pas de toi, mais de quelqu'un qui puisse confirmer le schéma de comportement de Marcelo avec ses précédentes victimes et le relier à l'affaire actuelle. Quelqu'un qui a documenté le processus qu'il a suivi avec maman depuis le début. Vous, ai-je dit. Damian et moi, a confirmé Adolfo. Nous avons tout documenté. Les dates, les montants,
les conversations tracées, la chronologie complète. L'avocate dit que c'est exactement le genre de preuve dont ils ont besoin pour que l'affaire avance plus solidement. Je suis resté silencieux un moment. Vous êtes prêt à faire ça? Nous avons déjà dit oui, a répondu Adolfo simplement, comme quelqu'un qui annonce avoir confirmé un rendez-vous chez le médecin. Sans drame, sans héroïsme, sans attendre que je lui dise qu'il était courageux. Juste un fait. Damian est revenu de la cuisine avec 3 assiettes. Nous avons mangé dans le salon, tous les 3 ensemble, la télévision éteinte, et la conversation s'est orientée à voix basse vers les détails pratiques des jours suivants. Quels documents apporter, quand rencontrer l'avocate de l'autre affaire, comment gérer l'entreprise pendant que la situation avec Hernan serait résolue légalement. J'écoutais et je participais, mais une partie de mon esprit était ailleurs. Je pensais aux jours à venir. À ce que ce serait d'aller travailler en sachant qu'Hernan serait là. De le regarder dans les yeux en sachant ce que je savais. De lui parler normalement, alors qu'en coulisses, tout avançait vers le moment où la réalité le rattraperait. Cela allait exiger une performance d'acteur que j'ignorais avoir en moi. Ce n'était pas dans ma nature. J'avais toujours été direct. Quand quelque chose me dérangeait, je le disais. Quand quelque chose n'allait pas, je le confrontais. Mes fils, eux, avaient dû apprendre à faire l'inverse pendant 4 mois. Agir normalement alors qu'à l'intérieur, ils préparaient quelque chose. Sourire à table tout en portant un poids immense. Être patient quand tout en eux voulait réagir. Je me demandais quelle part de ce poids ils portaient encore. Je me demandais s'ils pourraient un jour vraiment parler de ce qu'ils avaient ressenti pendant ces mois-là. De ce que cela signifiait de découvrir que leur mère était capable d'une telle chose. Du chagrin silencieux de voir quelqu'un que l'on aime depuis sa naissance devenir quelqu'un que l'on ne reconnaît plus. Cela viendrait plus tard, quand tout ceci serait terminé. Nous aurions le temps pour cela. Pour l'instant, il y avait du travail à faire. Le mercredi suivant, 5 jours après le départ de Norma, Hernan est arrivé à l'entreprise comme à son habitude. Ponctuel, discret, avec sa tasse de café et son dossier sous le bras. Je suis arrivé 10 minutes plus tard. Je l'ai croisé dans le couloir avec la même normalité que d'habitude. Il m'a rendu mon salut avec la même discrétion que d'habitude. Aucun de nous deux ne savait que c'était son dernier mercredi normal, car ce jour-là, à 17h, l'avocat a formellement déposé la plainte. Et cette nuit-là, pendant qu'Hernan dînait tranquillement chez lui sans se douter de ce qui l'attendait, pendant que Bernardo dormait sans savoir que son nom figurait dans un dossier, pendant que Marcelo promettait à Norma un avenir qu'il ne réaliserait jamais. Quelque chose a commencé à bouger en silence. Comme de l'eau qui commence à s'infiltrer à travers une fissure. Lentement d'abord, presque imperceptiblement, mais de façon inarrêtable. Jeudi à l'aube. Nuageux. Je me souviens de ce détail car je suis resté un moment à la fenêtre de la cuisine, regardant le ciel gris avant de préparer mon café, et je me suis dit que la météo a parfois une étrange façon de s'accorder avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Pas toujours, mais parfois, oui. Ce jeudi-là, oui. Damian est descendu le premier. Il s'est servi un café sans rien dire et s'est assis face à moi au comptoir de la cuisine, son téléphone face cachée sur la surface. Chez lui, cela signifiait qu'il voulait parler sans distraction. J'avais appris à lire ces petits gestes au fil des ans. Mes fils avaient leur propre langage des signes que j'avais décryptés à leur insu. L'avocat a appelé tard hier soir, a-t-il dit. Après que tu te sois couché. Qu'a-t-il dit? La plainte contre Hernan a été jugée recevable. Ils vont le notifier formellement ce matin. Il a fait une pause. Et il y a autre chose. Le juge chargé de l'affaire dans l'autre ville, celle de Marcelo, a reçu la documentation que nous avons envoyée hier. L'avocate là-bas dit que c'était exactement ce dont ils avaient besoin pour demander une mesure conservatoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ai-je demandé. Ça veut dire qu'ils peuvent bloquer les mouvements d'argent de Marcelo pendant que la procédure avance, a expliqué Damian. Les comptes que nous avons identifiés, ceux qui sont directement liés à lui, vont être gelés dans les prochaines 48 heures si le juge approuve la mesure. J'ai assimilé l'information en silence. 48 heures. Marcelo allait se réveiller à un moment donné ce week-end et découvrir qu'il ne pouvait pas bouger l'argent. L'argent que Norma lui avait apporté. L'argent de mes enfants. L'argent issu de 11 années d'heures supplémentaires, de renoncement et de sacrifice. Il allait essayer de le transférer, de le retirer,
ou de faire ce qu'il avait prévu d'en faire. Et il ne pourrait pas. À cet instant, il comprendrait que quelque chose avait très mal tourné. Adolfo est descendu 20 minutes plus tard. Nous avons pris le petit déjeuner tous les trois avec ce mélange de tension et de calme que nous avions développé durant cette semaine, comme des athlètes avant une compétition importante. Le corps immobile, l'esprit actif, le silence productif. Je suis parti à l'entreprise. Arriver ce jeudi-là et voir Hernan à son bureau a été l'une des choses les plus dures que j'ai jamais eu à faire de ma vie. Pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que la colère que je ressentais était du genre qui brûle de l'intérieur, et qu'il fallait contenir avec une force énorme pour qu'elle ne se lise pas sur mon visage. Hernan a levé les yeux quand je suis passé devant son bureau et m'a salué d'un signe de tête. Je lui ai rendu son geste avec la même normalité que d'habitude. À l'intérieur, je hurlais. 3 ans. 3 ans à venir travailler chaque matin sans savoir que cet homme, assis sur cette chaise, avec sa tasse de café et son dossier bien rangé, me volait. Sans drame, sans précipitation, avec la patience méthodique de quelqu'un qui sait que les petits vols constants sont plus difficiles à détecter que les gros vols évidents. Je me suis enfermé dans mon bureau. À 10h15, j'ai entendu un mouvement différent dans le couloir. Des voix qui n'étaient pas habituelles. Des pas qui n'étaient pas ceux de mes employés. Je me suis levé et j'ai entrouvert la porte. 2 hommes que je ne connaissais pas marchaient vers le bureau d'Hernan. Costume sombre, dossier en main, avec cet air particulier de ceux qui arrivent avec une autorité légale et qui n'ont pas besoin de s'annoncer avec fracas, car la formalité pèse déjà assez lourd. Hernan les a vus approcher. Je l'ai observé depuis ma porte. J'ai vu le moment exact où son visage a changé. Ce fut très rapide. Une fraction de seconde où l'homme organisé et discret a disparu pour laisser place à autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la peur, mêlée au calcul accéléré de quelqu'un qui essaie d'évaluer ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent prouver, et combien de temps il lui reste. La réponse à ces 3 questions était la même, tout. Tout. Aucun. J'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis rassis. J'ai respiré. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à cet instant. Ça m'a surpris. Je croyais que j'en éprouverais. Je pensais que voir Hernan faire face aux conséquences de ses actes m'apporterait un certain soulagement. Mais ce que j'ai ressenti était plus complexe. Un mélange d'épuisement et de tristesse. Ce sentiment particulier que l'on éprouve quand quelque chose qui était cassé depuis longtemps commence enfin à être réparé, mais que le processus de réparation fait mal lui aussi. À midi, j'ai appelé l'avocat. Il m'a confirmé ce que je savais déjà, Hernan avait été notifié. Ses comptes personnels avaient été bloqués préventivement le temps de la procédure. Il avait un délai pour se présenter avec un représentant légal. L'avocat m'a dit que les preuves étaient solides, que le cas était clair, et que les chances de récupérer une partie significative de ce qui avait été volé étaient réelles, même si la procédure prendrait du temps. Du temps. Tout prenait du temps. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, Damien m'a appelé pendant que je conduisais. « Papa, il y a du nouveau. » « Dis-moi. » Le juge a approuvé la mesure conservatoire. Les comptes de Marcelo sont gelés depuis 2 heures. J'ai pris une grande inspiration. Comment le sais-tu aussi vite? L'avocate de l'autre affaire nous a prévenus immédiatement, a dit Damien. Elle dit que Marcelo a déjà essayé de faire un virement cet après-midi et qu'il a été rejeté. Ils le savent parce que la banque est tenue de signaler les tentatives de mouvement sur des comptes sous mesure conservatoire. Il avait essayé de faire un virement. Il avait déjà essayé de bouger l'argent. Cela signifiait que Marcelo savait qu'il se passait quelque chose. Peut-être pas quoi exactement, peut-être pas l'ampleur totale du problème, mais il savait que ses comptes étaient bloqués. Et c'était suffisant pour qu'un homme comme lui commence à calculer ses options. Et ses options étaient peu nombreuses. Est-ce que Norma est au courant de ça, ai-je demandé. Nous ne pensons pas, a dit Damien. Mais si Marcelo panique, elle sera la première à le remarquer. Je suis arrivé à la maison. Adolfo était dans le salon, l'ordinateur ouvert. Il a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis des jours. Une tension différente. Pas la tension contrôlée de quelqu'un qui exécute un plan. La tension de quelqu'un qui attend qu'une chose arrive avec certitude, mais sans savoir exactement quand. Il faut que je te montre quelque chose, a-t-il dit. Je me suis assis à côté de lui. Sur l'écran,
il y avait une capture du compte de Marcelo sur les réseaux sociaux. Public, visible par tous. La photo du restaurant qu'ils avaient vu quelques jours plus tôt avait disparu. Elle avait été supprimée, et au cours des dernières heures, il n'y avait eu aucune nouvelle activité, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui postait régulièrement. Ce silence soudain était en soi un signe. Marcelo effaçait ses traces numériques. Il prépare quelque chose, ai-je dit. Il prépare sa sortie, a précisé Adolfo. Quand un homme comme lui ne peut plus déplacer l'argent par les canaux normaux, il cherche un autre moyen. Ou il cherche quelqu'un pour lui prêter de l'argent. Ou il cherche à liquider quelque chose physiquement. Ou alors, il disparaît tout simplement et laisse tout derrière lui. Y compris Norma. Adolfo m'a regardé. Surtout Norma. Le silence qui a suivi était lourd et dense. J'ai pensé à Norma dans cet appartement loué. Ignorant que les comptes de Marcelo étaient gelés. Ignorant qu'il y avait une enquête ouverte dans une autre ville. Ignorant que son frère avait été inclus dans une plainte formelle. Ignorant qu'Hernan avait été notifié ce matin même. Ignorant absolument tout de ce qui s'était accumulé en silence alors qu'elle pensait s'être échappée vers une nouvelle vie. Elle pensait avoir gagné. À ce moment précis, elle le croyait encore. Ce soir-là, nous avons dîné tous les trois à nouveau. Pas beaucoup, car aucun de nous n'avait grand appétit. La conversation était d'ordre pratique. Sur les prochaines étapes, sur les délais de la procédure légale, sur la façon de gérer l'entreprise dans les jours à venir le temps que la situation d'Hernan soit officiellement résolue. Mais à un moment pendant le dîner, Adolfo a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Il a dit ça presque de but en blanc, en regardant son assiette. Penses-tu qu'elle sait, au fond d'elle, que quelque chose ne va pas? Personne n'a répondu immédiatement. J'y ai réfléchi un moment. J'ai pensé à la Norma que je connaissais. À son intelligence pour les chiffres, pour les schémas, pour l'analyse des situations. Et je me suis dit que oui. Quelque part sous l'illusion, les promesses et le plan qu'elle pensait avoir exécuté à la perfection, il y avait une part d'elle qui sentait probablement déjà que l'air avait changé, que quelque chose ne tournait pas rond, que le calme était trop calme. Elle va s'en rendre compte, ça c'est sûr, et bientôt, ai-je dit. Et j'avais raison. Car le lendemain, vendredi matin, alors que j'étais à l'entreprise en train de vérifier les rapports du mois et d'essayer de maintenir la normalité opérationnelle d'une affaire qui continuait de tourner bien que tout le reste soit en cours de reconstruction. Damien m'a envoyé un message de 2 mots. 2 mots qui ont tout changé. Qui ont marqué le début de la fin de cette histoire. Le message disait, elle sait. J'ai lu le message 3 fois. Elle sait. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai fixé les rapports sur mon bureau sans rien voir. Les colonnes de chiffres, les dates, les noms des clients. Tout est devenu flou un instant, car ces 2 mots signifiaient que quelque chose avait changé de l'autre côté. Que la réalité avait fini par rattraper Norma d'une manière ou d'une autre. Que la bulle dans laquelle elle vivait depuis qu'elle avait passé cette porte mardi matin, avec sa valise et l'argent de ses enfants, avait commencé à éclater. Je suis sorti de mon bureau. Je suis passé devant le bureau où Hernan s'asseyait, désormais vide. La chaise était rangée avec trop de précision, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de présence humaine. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir devant ce bureau vide. Pas du soulagement, mais le poids de tout ce que cet espace représentait. 3 ans de confiance mal placée. 3 ans à venir chaque matin sans savoir ce qui se passait à quelques mètres de moi. J'ai appelé Damien depuis le parking. Il a décroché à la 2e sonnerie. Tu as vu le message? Oui. Que s'est-il passé? Comment sais-tu qu'elle sait? Parce que Marcelo lui a dit quelque chose ce matin, a répondu Damien. Pas tout, mais assez pour qu'elle commence à poser des questions auxquelles il n'avait pas envie de répondre. Adolfo surveillait son activité sur les réseaux sociaux et avait détecté que le compte secondaire de Norma, celui qu'elle utilisait pour parler à Marcelo, présentait une activité inhabituelle depuis tôt le matin. Des messages courts et fréquents. Le genre de schéma qui indique une dispute. Une dispute à propos de quoi? À propos de l'argent, a-t-il dit. Nous pensons que Marcelo lui a dit qu'il y avait un problème avec les comptes, qu'il ne pouvait pas accéder au fonds, et quand maman a demandé pourquoi, il n'a pas eu de réponse convaincante. Mon estomac s'est contracté. Et Marcelo? Depuis 10 heures ce matin, aucune activité sur ses comptes, a dit Damien.
Son téléphone est toujours actif selon le pistage de l'avocate de l'autre affaire, mais il a été mis en mode avion par intermittence. Comme quelqu'un qui veut être disponible pour certaines choses, mais invisible pour d'autres. C'était le signe. Marcelo était en train d'évaluer le moment opportun pour lâcher prise. Pour simplement disparaître et laisser Norma porter le poids de tout, sans aucune des promesses qu'il lui avait faites. C'est ce qu'il faisait toujours. C'était le schéma que Damian avait identifié des mois plus tôt. Et maintenant, ce schéma s'activait en temps réel. Combien de temps penses-tu qu'il lui reste avant qu'il ne disparaisse, ai-je demandé. Damian a pris une seconde. L'avocate de l'autre affaire dit que, dans des cas similaires, l'abandon se produit entre 12 et 36 heures après le blocage des comptes. Cela fait presque 20 heures qu'ils sont gelés. J'ai fait le calcul rapidement. Entre maintenant et demain matin. Je suis retourné au bureau. J'ai essayé de travailler. Je n'y arrivais pas vraiment, mais j'ai essayé parce que j'avais besoin que les heures passent, et il n'y avait pas d'autre moyen de les faire passer que de rester en mouvement. À 14 heures, j'ai mangé quelque chose sans savoir ce que c'était. À 16 heures, j'avais vérifié mon téléphone 20 fois en 1 heure. À 18 heures, je suis rentré chez moi. Cette nuit a été la plus longue. Nous étions tous les trois dans le salon, après le dîner, quand le téléphone d'Adolfo a vibré. Il l'a pris, l'a regardé, et a levé les yeux vers moi avec une expression qui se passait de mots. Quoi, ai-je dit. L'activité du compte de maman s'est arrêtée il y a 2 heures, a dit Adolfo. La dernière fois que Marcelo a répondu à un message, c'était à 17h30. Depuis, silence total de sa part. L'horloge au mur indiquait 21h40. 4 heures de silence. Damian était sur le canapé avec l'ordinateur. Sans lever les yeux, il a dit, son téléphone est en mode avion depuis 3 heures. L'avocate vient de m'envoyer un message. Marcelo n'est plus à l'appartement. Le propriétaire l'a confirmé, car il y est allé vérifier à la demande du tribunal. Les clés étaient sur la porte. À l'intérieur. Il est parti par la fenêtre à l'arrière. Par la fenêtre à l'arrière. Aussi vite. Aussi calculé. Aussi froid. Marcelo avait disparu et avait laissé Norma dans cet appartement. Avec l'argent gelé. Sans accès à rien. Dans une ville qui n'était pas la sienne. Avec l'histoire de sa nouvelle vie qui s'effondrait en temps réel. Je me suis figé sur le canapé. J'ai pensé à elle, à cet instant précis, seul dans cet appartement, regardant son téléphone, appelant Marcelo et n'entendant que le silence d'un téléphone éteint. Comprenant lentement, avec cette lenteur douloureuse avec laquelle on comprend les choses que l'on ne veut pas comprendre, que l'homme qui lui avait promis une nouvelle vie s'était servi d'elle et l'avait abandonnée sans se retourner. Et puis je me suis dit, maintenant, elle va m'appeler. Je l'ai pensé et je l'ai repoussé. Je me suis dit que c'était trop tôt. Que peut-être elle appellerait Bernardo en premier. Qu'elle essaierait peut-être de résoudre le problème toute seule avant de passer cet appel. Que son orgueil, qui avait toujours été considérable, mettrait du temps à céder. Je me trompais. À 22h17 ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mais c'était bien l'indicatif de cette ville-là. Nous nous sommes regardés tous les trois. Damian et Adolfo étaient complètement immobiles. La télévision était allumée, le son coupé. La lumière de l'écran vacillait silencieusement sur les murs. Tout dans cette pièce s'est arrêté à cet instant précis. J'ai décroché. Eliseo. La voix de Norma, mais différente. Sans son assurance habituelle, sans cette modulation contrôlée qu'elle utilisait quand elle voulait paraître sereine. C'était une voix brisée sur les bords. La voix de quelqu'un qui a pleuré et qui essaie de ne pas le faire en parlant. Oui, ai-je dit. Un seul mot. Ni chaleureux ni froid. Juste la confirmation de ma présence. Eliseo, il faut que tu m'écoutes. Courte pause. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je le sais. Mais je suis dans une situation très difficile et je ne sais pas qui d'autre appeler. Je suis resté silencieux. Tu es là, a-t-elle demandé. Je suis là. Je l'entendais respirer de manière irrégulière, essayant de mettre de l'ordre dans ses mots. Sous cette voix, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la panique, mais qui essayait encore de se déguiser en sang-froid. Marcelo est parti, a-t-elle fini par dire. Il est parti et je ne sais pas où il est.
Son téléphone ne répond pas. Ses affaires ne sont plus là. Et les comptes? Les comptes sont bloqués. Je n'ai accès à rien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je croyais. Elle s'est interrompue. Éliseo, je n'ai pas d'argent pour l'hôtel. Je n'ai aucun moyen de rentrer. J'ai besoin d'aide. Le silence qui a suivi m'appartenait. Mes fils me regardaient. Damien avait les bras croisés. Adolfo avait les mains jointes sur ses genoux. Tous deux immobiles. Tous deux attentifs. Tous deux me laissant l'espace pour répondre comme je l'entendais. J'ai respiré. Norma, ai-je dit calmement. Sais-tu pourquoi ces comptes sont bloqués? Pause. Non, a-t-elle répondu. Je ne sais pas, Marcelo ne m'a rien expliqué avant qu'il ne soit bloqué. Je l'ai interrompu, avec le même calme. Parce qu'il y a une mesure conservatoire émise par un tribunal. Parce qu'il y a une enquête ouverte pour fraude financière dans laquelle le nom de Marcelo apparaît, avec le tien, dans plusieurs documents. Un silence à l'autre bout du fil. Un silence différent. Le silence de quelqu'un qui vient de recevoir une information à laquelle il ne s'attendait pas, et qui en traite les implications à toute vitesse. Quoi, a-t-elle dit, sa voix se faisant plus petite. L'argent des comptes universitaires de nos fils, ai-je continué. Les 380 000 pesos que tu as retirés pendant des mois. La société écran à ton nom. Les virements depuis mon entreprise que tu as coordonnés avec Hernan. Brève pause. Tout est documenté, Norma. Tout a des dates, des montants, des comptes de destination. Tout est entre les mains d'un avocat depuis des jours. Le silence fut cette fois-ci plus long. Lorsqu'elle a repris la parole, son sang-froid avait complètement disparu. Comment? Comment sais-tu tout ça? Tes fils, ai-je répondu, et j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine en le disant. De la fierté. Une immense et pure fierté. Les fils dont tu as volé l'avenir. Ils ont enquêté. Ils ont tout documenté. Ils ont tout remis entre les mains d'un avocat pendant que tu croyais que personne ne regardait. J'ai entendu quelque chose à l'autre bout. Cela aurait pu être un sanglot contenu, ou peut-être le bruit que fait quelque chose qui se brise à l'intérieur d'une personne quand la réalité finit par la rattraper, sans aucune échappatoire. Éliseo. A-t-elle commencé, sans terminer. Norma, ai-je dit, sans cruauté, mais sans douceur non plus. Il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose à propos de Bernardo. Pause. Quoi, à propos de Bernardo? Bernardo connaît Marcelo depuis 4 ans, ai-je dit. C'est lui qui lui a parlé de toi. Qui lui a donné des informations sur notre famille, sur nos comptes, sur ce que nous avions. Marcelo ne t'a pas trouvé par hasard. Il t'a cherché parce que ton propre frère l'a orienté vers toi. Le silence qui a suivi fut le silence le plus absolu que j'ai entendu de toute cette histoire. Plus que le silence de la nuit où j'ai découvert le compte vide. Plus que le silence des petits matins sans sommeil. Plus que tout autre. C'était le silence d'une femme sur qui le monde entier venait de s'abattre d'un seul coup. C'est impossible, a-t-elle finalement dit, presque dans un murmure. Nous avons les preuves, ai-je répondu. Leur rencontre, les dates, les paiements que Bernardo a reçus. Tout. Un autre silence, et puis Norma a pleuré. Pas le pleur contenu de tout à l'heure. Elle a vraiment pleuré. Avec ce son qu'ont les pleurs quand il n'y a plus rien à protéger ni à feindre. Quand une personne touche vraiment le fond et ne se soucie plus de qui l'écoute. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé pleurer. Mes fils étaient toujours immobiles dans le salon. Damien regardait le sol. Adolfo regardait la fenêtre. Tous deux silencieux, laissant ce moment être ce qu'il devait être. Finalement, la voix de Norma est revenue, brisée, presque méconnaissable. Qu'est-ce que je vais faire, a-t-elle dit. Et je lui ai répondu avec la seule vérité que j'avais à lui donner. Ça, ai-je dit lentement, ça ne dépend plus de moi. J'ai raccroché le téléphone. Je l'ai posé sur la table basse avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Bien que ce qui était fragile, ce n'était pas le téléphone, mais l'air qui restait dans cette pièce après cet appel. Un air dense, chargé de tout ce qui venait d'être dit, et de tout ce qui ne pourrait plus jamais être retiré. Mes fils n'ont rien dit dans l'immédiat. Adolfo regardait toujours la fenêtre.
Damien regardait toujours le sol. Chacun digérant en silence, à sa manière, ce qu'ils venaient d'entendre. Car ils avaient tout entendu, eux aussi. Pas seulement mes mots, mais aussi la voix brisée de leur mère à l'autre bout du fil. Aussi ces derniers pleurent qu'ils n'avaient rien d'une comédie. C'est Adolfo qui a parlé le premier. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. Il n'a pas demandé ce qu'elle avait dit. Il n'a pas demandé ce qui allait se passer avec la procédure judiciaire. Il ne m'a posé aucune question d'ordre pratique. Il m'a demandé comment j'allais, avec cette simplicité directe propre aux gens qui savent que, parfois, la seule question importante est la plus simple. J'y ai vraiment réfléchi avant de répondre. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Demande-moi demain. Il a hoché la tête. Cela lui suffisait. Damien a relevé les yeux du sol. Ce que tu as dit à propos de Bernardo. Ce que tu lui as dit. Elle devait le savoir. Oui, ai-je répondu. Damien n'a pas jugé si c'était la bonne décision ou non, il a juste confirmé qu'il en comprenait la raison. Je me suis levé du canapé. Je suis allé dans la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau. Je l'ai bu lentement, debout devant l'évier, en regardant le reflet flou de la fenêtre sombre. Dehors, la nuit était la même que d'habitude. Les mêmes rues, les mêmes lampadaires, le même chien qui aboyait parfois au loin. Le monde totalement indifférent, comme toujours, à ce qui venait de changer à l'intérieur de cette maison. J'ai pensé à Norma, dans cet appartement. Seule. Sans argent accessible. Sans Marcelo. Sans le plan qu'elle avait bâti pendant des mois. Avec la révélation sur Bernardo qui résonnait encore dans sa tête, comme une chose qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa place, parce qu'elle est trop grosse pour être assimilée en une seule fois. Je ne ressentais aucune satisfaction. Je veux être honnête à ce sujet, car il serait facile de dire que c'était le cas. Que j'ai senti que justice était rendue. Que l'équilibre du monde avait été rétabli. Mais ce que j'ai ressenti était plus compliqué que ça. J'ai ressenti l'immense épuisement de quelqu'un qui a porté un fardeau trop lourd en très peu de temps. J'ai ressenti la tristesse particulière qui survient lorsque quelque chose qui a été réel pendant des années s'achève définitivement. J'ai ressenti le poids de savoir que 2 garçons de 18 ans avaient dû devenir des adultes avant l'heure, pour sauver ce que leur mère avait tenté de détruire. Ce n'est pas de la satisfaction. C'est le vrai coup des trahisons. Le coup dont personne ne parle. Je suis retourné dans le salon. Ils étaient toujours là. Et à cet instant, sans l'avoir prévu, sans que personne ne le dise, nous nous sommes retrouvés tous les 3 assis ensemble sur le même canapé. Adolfo à ma droite, Damien à ma gauche. Comme lorsqu'ils étaient petits et qu'il y avait de l'orage, et qu'ils se glissaient entre Norma et moi dans le lit sans demander la permission, parce que l'orage justifiait à lui seul le besoin d'être proche. Maintenant, il n'y avait pas d'orage dehors, mais il y en avait un à l'intérieur. Et être proche restait la seule réponse qui avait du sens. Nous n'avons pas beaucoup parlé cette nuit-là. Ce n'était pas la peine. Il y a des choses que les mots ne peuvent pas couvrir, et qu'il vaut mieux laisser dans le silence jusqu'à ce que le temps leur donne la bonne forme. Nous sommes restés ainsi pendant un moment. Tous les 3, avec la télé toujours allumée sans le son, jusqu'à ce que, l'un après l'autre, nous montions nous coucher. J'ai dormi cette nuit-là pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. J'ai vraiment dormi. Pas bien, pas profondément, pas sans interruption. Mais j'ai dormi. Et c'était déjà ça. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de mouvements lents et d'impacts rapides. Le lundi suivant, Bernardo a été notifié de son inclusion dans la plainte. D'après ce que m'a raconté l'avocat plus tard, la réaction de Bernardo en recevant la notification a été d'appeler Norma immédiatement. Cet appel, selon ce que Norma a dit à l'avocat des jours plus tard lorsqu'elle a commencé à coopérer avec la justice, a été la pire conversation de sa vie. Car Bernardo n'a rien nié. Il a essayé de se justifier. Il a essayé de s'expliquer. Il a essayé de construire un récit qui le ferait paraître moins pitoyable qu'il ne l'était. Et Norma, qui avait toujours été intelligente, qui avait toujours su lire les gens même si elle n'avait pas toujours bien utilisé cette intelligence, a compris lors de cet appel que tout ce que je lui avais dit cette nuit-là était vrai. Son frère l'avait vendu. C'est paradoxalement cette trahison qui a fini par pousser Norma à coopérer avec la procédure judiciaire. Pas le remords envers moi. Pas la culpabilité envers ses fils, bien que cela soit venu plus tard.
Mais la trahison de Bernardo. Parce qu'il y a une douleur particulière qui vient du fait de découvrir qu'un membre de son propre sang s'est servi de vous comme d'un instrument. Une douleur différente de toutes les autres. Plus profonde, plus difficile à assimiler. Norma est rentrée en ville 10 jours après son départ. Pas chez nous. Chez une amie. Je ne l'ai pas vue pendant ces premières semaines. Ce n'était pas le moment. L'avocat a géré tout ce qui devait être géré entre nous, et c'était suffisant pour l'instant. Hernan a conclu un accord avec le bureau du procureur 3 semaines plus tard. Il a rendu ce qu'il pouvait, signé ce qu'il devait signer, et a fait face aux conséquences de 3 années de décision qu'il pensait que personne ne verrait. Le processus de récupération des fonds de l'entreprise allait prendre du temps. Mais l'avocat était optimiste. Marcelo a été localisé 2 semaines après sa disparition. Il était dans une autre ville, sous un autre nom, et commençait ce qui semblait être le même manège avec une autre femme. L'enquête conjointe entre l'affaire de l'autre ville et la nôtre a suffi à l'arrêter. Je ne vais pas entrer dans les détails juridiques, car il y a encore des dossiers ouverts, mais il fait face à plusieurs chefs d'inculpation. Et cette fois, il ne pourra pas tout abandonner et disparaître comme il l'avait fait auparavant. Bernardo a perdu son emploi. Il a perdu plusieurs autres choses. Les conséquences de ces actes vont le suivre pendant longtemps. Quant à moi, j'ai reconstruit. Pas d'un seul coup. Pas de manière linéaire. Pas sans mauvaise journée, sans nuit difficile, sans moment où le poids de tout ce qui s'était passé revenait d'un coup, sans prévenir, pour m'écraser, même si je pensais avoir déjà tourné la page. C'est ainsi. La reconstruction n'est pas une ligne droite. C'est plutôt une spirale. Parfois on monte, parfois on descend. Mais si l'on regarde l'ensemble avec un peu de recul, on voit que la tendance générale est à la hausse. Ce qui avait définitivement changé, c'était ma façon de voir les choses. Je n'ai plus jamais fait confiance sans vérifier. Je n'ai plus jamais laissé les finances entièrement entre les mains d'une autre personne sans les revoir moi-même. Je n'ai plus jamais ignoré les petits signes sous prétexte que ça m'arrangeait de ne pas les voir. Pas parce que je suis devenu méfiant de manière maladive. Mais parce que j'ai appris que la confiance aveugle n'est pas une vertu. C'est une vulnérabilité déguisée en amour. Mes fils ont poursuivi leurs projets universitaires. Il a fallu des mois pour récupérer partiellement l'argent. Mais entre ce que la procédure légale a permis de restituer et quelques ajustements que nous avons faits dans l'entreprise, ils ont tous les deux pu s'inscrire dans leur filière. Damien a choisi le droit. Personne n'a été surpris. Adolfo a choisi la psychologie. Ça m'a un peu surpris au début, jusqu'à ce que j'y réfléchisse et que ça ne me surprenne plus du tout. Un dimanche, des mois plus tard, nous sommes sortis prendre le petit déjeuner tous les trois. Un endroit simple, près de la maison. Le genre de café avec des tables sur le trottoir, du café servi dans de grosses tasses en céramique, où le bruit de la rue se mêle aux conversations. Où tout a cette texture particulière de l'ordinaire, qu'on ne considère plus jamais comme acquis. Nous attendions nos assiettes lorsqu'Adolfo a dit une chose que je n'ai pas oubliée. Il a dit ça en regardant son café. Tu sais ce qui a été le plus dur dans tout ça, papa? Quoi, ai-je demandé. Ne rien te dire pendant 4 mois. Il a levé les yeux. Te voir tous les jours, et ne rien pouvoir te dire. Pas parce que nous ne le voulions pas, mais parce que nous voulions que, lorsque nous te le dirions, il y ait déjà une porte de sortie. Pas seulement le coup de massue. Je l'ai simplement fixé. Damien a hoché la tête sans rien dire, confirmant que c'était exactement ce qu'ils avaient ressenti tous les deux. J'ai dû regarder la rue un instant pour ne pas leur montrer la tête que je faisais. Cette forme d'émotion qui monte d'un coup, qui n'a pas de nom précis, mais qui a à voir avec l'amour, la fierté, la gratitude, et la conscience d'avoir eu plus de chance que je ne le mérite d'avoir les fils que j'ai. Quand je les ai regardés à nouveau, je n'ai dit qu'une chose. Merci. Juste ça. Mais je l'ai dit de la façon dont on dit les choses qui ne tiennent pas dans de plus longs discours. Adolfo a hoché la tête. Damien a souri. Ce petit sourire contrôlé, le sien, le même que le premier jour. Sauf que maintenant, je savais exactement ce qu'il signifiait. Les assiettes sont arrivées, nous avons pris notre petit déjeuner ensemble, et la vie a continué. Différente. Plus honnête. Plus légère sur certains points, plus lourde sur d'autres. Mais elle a continué. Parce que c'est ainsi. Parce que les trahisons ne sont pas forcément la fin de l'histoire.
Elles doivent simplement être le moment où vous décidez du genre d'histoire que vous voulez raconter à partir de là. Moi, j'ai choisi celle-ci.